Il y a des questions, je suis sûre. Il y a 10 minutes de questions. Oui, je voulais surtout revenir sur l'intervention de Cécile. Je crois qu'un des aspects qu'elle a souligné, c'est l'absence du ministère de la Culture, mais qu'il faut aller un peu plus loin sur ce terrain-là. Il y a eu absence du ministère de la Culture, c'est une honte à ce niveau, mais il y a eu aussi, me semble-t-il, absence totale du SIAF, ou plus exactement, quand il était présent, c'était très négatif, puisque les communiqués du SIAF, à mon humble avis, sont une honte absolue. C'est-à-dire qu'ils reprenaient... Dis ce que c'est que le SIAF. Alors, le service international... Alors, le service français des archives nationales. Oui, service interministériel des archives de France. Je cherche toujours le sigle. C'est donc ce qui coordonne les archives nationales de France, les archives départementales, locales, etc. Il se trouve que c'est aussi, me semble-t-il, le résultat d'une dépossession progressive de ce service c'est un mot que tu avais employé dans le titre mais que tu n'as pas repris, Céline, c'est une balkanisation des archives absolument terrible. C'est-à-dire que justement, un de nos problèmes, c'est quand même les archives militaires, disons leur nom. Le fait que l'armée possède ses propres archives et fixe ses propres règles, applique plus ou moins les règles générales, est un problème. Le fait qu'aujourd'hui on n'ait pas accès aux archives d'un certain nombre de services secrets, ou une partie seulement, ce qu'ils veulent bien donner. Je travaille sur la Seconde Guerre mondiale depuis 2 ou 3 ans sur les archives de ADST. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, mais elles sont totalement partielles. Il n'y a aucun des dossiers de synthèse, par exemple, ou très peu de dossiers de synthèse. Il manque les sources primaires qui ont permis de faire ça. Donc on voit bien qu'on nous donne une partie, mais une partie seulement, ce qu'on veut bien nous donner. Et puis, il y a toujours sur la Seconde Guerre mondiale, puisque tu demandais l'application, il y a aussi l'absence du service, qui n'est pas un service d'archives théoriquement, mais du greffe du tribunal du Blanc. Parce qu'une grosse partie des archives problématiques se trouve là-bas, c'est les archives des tribunaux militaires. Et là, ça couvre aussi bien la Seconde Guerre mondiale que la guerre d'Algérie, que le Rwanda, que d'autres choses. Donc je crois que c'est quand même cette question de la balkanisation des archives est un problème dont il faut se saisir, plus généralement, qu'on oublie toujours, malheureusement, parce que c'est énorme, c'est vrai, mais c'est quand même une question fondamentale. Et puis la question également de ce ministère de la Culture qui ne fait pas son travail, appelons les choses par leur nom, et je me demande s'il ne serait pas d'un intérêt collectif de poser la question du fait que les archives devraient être reliées plutôt au Premier ministre, par exemple, parce que lui, il pourrait coordonner aussi bien l'armée que les services des archives publiques qui aujourd'hui sont comprises dans le SIAF. Mais pour l'instant, on a des entités qui agissent un peu comme elles veulent, et surtout certains qui sont abstraits. On a créé un État dans l'État qui s'appelle les services secrets et quelques autres, qui ne répond pas aux critères classiques. Et l'armée est borderline, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont visibles et d'autres non. Et là, il y a un vrai problème démocratique et citoyen, me semble-t-il. Je crois que l'une des questions fondamentales, c'est celle de la collecte des archives. On parle d'accès aux archives, mais on ne peut donner accès qu'aux archives qui ont été versées dans un service d'archives public. Et aujourd'hui, il faudrait donner les moyens et l'encadrement réglementaire pour que les collectes d'archives se fassent. Et qu'on... Voilà, enfin, Noé en parlait ce matin, mais moi je pense qu'il y a une vraie question citoyenne, au-delà de la question de l'accès aux archives, c'est celle du versement des archives dans les services publics d'archives. Voilà. Et derrière, c'est la question des moyens, des ressources aussi, et de ce que j'ai essayé de dire autour de la représentation aussi de la fonction archive. Donc il y a la question du rattachement, mais le rattachement, c'est le serpent de mer, en fait, parce que cette question du rattachement de l'administration des archives, on en parle depuis tout le temps. Mais je ne sais pas quel est le meilleur positionnement, en fait, mais je pense qu'il y a aussi un gros problème de culture archivistique, et que les archives, ce ne sont pas que des sources historiques.
avant d'être des sources historiques, ce sont des documents, des informations publiques. Voilà. Et donc il y a cette culture archivistique, je pense qu'il faut aussi arriver à... J'y vais ? Oui, Agnès Vatican, donc archiviste. Je voulais remercier Céline Guyon, parce que je pense que c'était bien que l'AF se mobilise sur ce sujet. Et là aussi, peut-être, on peut aussi, puisque c'est notre association professionnelle, balayer devant notre porte et se dire que l'AF était peut-être allée aussi sur une technicité, des formes d'entre-soi, et voilà, et que là, ce débat a permis de revenir sur un terrain effectivement qui est plus celui des valeurs et celui du sens de notre métier. C'est pourquoi il est utile aussi, voilà, que nous ayons une association professionnelle. Donc voilà, pour ça, je voulais te remercier. Et par rapport à ton invitation que tu lançais en début d'intervention pour un dialogue finalement sur ce que cela dit de nous, ce que cela nous dit. Moi, je voudrais faire part d'un sentiment de fin des illusions. Voilà, parce que je suis une génération, moi j'ai commencé à travailler dans les archives, on était encore dans la polémique sur l'accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale, l'ouvrage de Sonia Combe, voilà, et ça m'a vraiment marqué, enfin, en début de ma carrière. Et puis ensuite, je dirais que j'ai vécu d'un point de vue des dérogations, si on prend ce curseur-là, hein, cet indicateur, une carrière très sereine, avec des dérogations accordées. Voilà, moi j'ai une carrière d'archiviste plutôt territoriale, et toutes les dérogations étaient accordées. J'ai eu juste un cas d'archive de mai 68, 6 mois avant la fin des 50 ans, dont on a refusé la communication à des chercheurs. Bon, voilà, c'était une espèce de petit hic comme ça, mais une forme de sérénité finalement par rapport à cette question-là et comment dire, et d'impression qu'on avait passé le plus dur et que finalement on allait vers des jours meilleurs, où on les vivait même ces jours meilleurs, en tout cas au regard de ma pratique. Et donc effectivement, le retour en force, l'éruption en force de ces questions-là, même si nous, archivistes territoriaux, peut-être elles nous touchent de moins près, il faut quand même le dire, hein, voilà, que ce que ça a été le cas sur les archives de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais enfin, je pense qu'il y a dans les fonds d'archives départementaux, notamment, encore beaucoup de choses à découvrir, notamment sur la guerre d'Algérie et d'autres sujets. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et puis bon, là où j'exerce, si vous voulez, on a de la profondeur et du recul, puisqu'on en est encore à des tabous sur la traite négrière, par exemple. Donc c'est intéressant, parce que là, ce sont des archives qui sont librement communicables et en général totalement inventoriées. En tout cas, voilà, moi, ça m'amène à m'interroger sur cette fin des illusions, mais je voudrais dire que je pense que ça serait une erreur de ne faire des critères de communicabilité que le seul critère, que le seul marqueur de cette question des accès, en tout cas pour nous, archivistes. Et pour moi, il y a vraiment un sujet qu'il est important de remettre au cœur de notre pratique, c'est celle du classement et des inventaires. Voilà. C'est vrai qu'on s'en est éloigné, je pense qu'on peut le dire aussi, parce qu'on a été mobilisé par des grands chantiers de numérisation, la numérisation de masse. Je ne regrette pas de l'avoir fait, hein, je pense que c'était vraiment une très bonne chose de le faire. Mais c'est vrai qu'on est parti sur ces terrains-là et qu'on a, de ce fait, mobilisé nos équipes sur des grands chantiers. Quand on est dans des grands services d'archives, ça peut représenter des millions et des millions d'images, il faut le savoir. On a répondu aussi à une demande qui est aussi celle des chercheurs, pas que celle d'ailleurs du grand public. Hein. On a répondu à cette demande où, en quelque sorte, tout ce qui n'était pas numérisé n'était pas accessible. Et on s'est engagé résolument là-dedans avec des moyens, il faut le dire, considérables et des résultats effectivement très probants sur la fréquentation de nos sites d'archives. Et je vous raconte pas, pendant le confinement, c'était génial, quoi. Voilà. Mais tous ces fonds qui ne sont pas classés, tous ces fonds qui ne sont pas inventoriés, où il faut passer par l'entremise de l'archiviste, de celui qui un jour a commencé un inventaire, ne l'a pas terminé, etc. Tous ces fonds dont les instruments de recherche ne sont pas publics, parce que c'est bien ça l'enjeu. Voilà. Pour moi, je vois qu'Édouard Vasseur est là, qui forme des futurs archivistes, des futurs collègues. Pour moi, il n'y a pas que l'École des Chartes qui forme des archivistes, heureusement, mais pour moi, aujourd'hui, cette question du classement des fonds, qui est vraiment le cœur de notre métier et qui finalement avait fini par paraître un petit peu ringard, quoi, voilà, disons-le, eh bien pour moi, elle revient en force. Voilà, parce qu'encore une fois, la question des délais de communicabilité n'est pas tout, la question de la collecte n'est pas tout, la question de l'accès se joue aussi au moyen des outils, et là, ce sont vraiment aux archivistes de jouer.
Non, non, très juste, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'inventaire, c'est quand même déjà en soi un drôle d'objet. Et le penser, bon, alors évidemment, il y a Pérec, mais maintenant, avec l'hypertexte, avec tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de la forme même de l'inventaire qui serait vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. Et avec aussi quelque chose qui serait le regard des, peut-être inclure un peu le regard des usagers dans ce que on est, enfin, dans ce que sont nos demandes par rapport à cet étrange objet. Voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde même les inventaires de la fin du 19e et tout ça, c'est une merveille, quoi. Donc, Moi, je suis une adepte de Carlo Ginzburg et de la roulette vénitienne, voilà. Et donc, en tant qu'archiviste, je trouve que c'est vraiment voilà, cette doctrine qui me guide. Vous laissez la possibilité de la roulette vénitienne, voilà, c'est ça qu'il faut. Alors, là, quelqu'un... Oui, pardon. Oui, donc d'archiviste à archiviste. Juste effectivement par rapport, alors je vais sans doute gentiment, mais bon, j'ai relativement l'habitude de le faire, sortir de mon strict devoir de réserve, parce que je crois que Gilles Morin, bon, mais, encore une fois, j'ai peu de, comment dire, j'ai peu d'ambition devant moi, donc je suis directeur des archives de Haute-Pyrénées, ça me convient bien. Pour répondre à Gilles Morin sur l'organisation du réseau des archives, moi je pense qu'il y a eu de très belles occasions manquées, effectivement, d'harmoniser un système des archives en France sous l'autorité d'un seul ministère. Je crois qu'effectivement, moi je l'ai dit dans des débats professionnels, dans des colloques, dans des rencontres, je pense que ce dont on pâtit en France, c'est effectivement d'avoir une loi qui est la même et qui s'applique à tous les départements ministériels, mais ensuite une organisation administrative avec effectivement des vieux héritages de l'ancien régime. Le ministère de la Guerre, le ministère des Affaires étrangères, qui ont leur système propre. Alors, ça se comprend, c'est le poids de l'histoire. Mais finalement, ce poids de l'histoire, il n'est pas... Enfin, rien n'est immanent. Je veux dire qu'on pourrait tout à fait décider un jour... Ça aurait été sans doute à un moment un courage extraordinaire d'un président de la République. Et on n'a peut-être pas été... d'un gouvernement, on n'a peut-être pas été très loin en 2008, mais on n'a jamais été très loin à plusieurs moments de dire, mais voilà, il y a une administration des archives unique qui chapeaute l'ensemble. Effectivement, le service interministériel des archives de France n'est compétent que pour l'ensemble des départements ministériels, présidence de la République et Premier ministre compris, à l'exception de la Défense et des Affaires étrangères. Et à l'exception, je le rappelle, alors même si ils se sont gentiment rapprochés du système, de la préfecture de police de Paris. Voilà, il faut quand même le dire, parce que et d'un certain nombre d'organismes qui est fait. Comment ? Et le ministère des Finances. Voilà, donc il y a des autonomes, voilà. Il y a des fonctionnements. Voilà, alors effectivement, on a ce système. Alors il y a eu la création d'un comité interministériel des archives dont théoriquement le SIAF assure le secrétariat qui est censé coordonner la politique nationale, mais soyons clairs, quel est le poids du représentant du ministère de la Culture face au représentant du ministère de la Défense? Et on l'a bien vu dans les derniers débats. Voilà, donc tout est dit. Et effectivement, et je pense que pour renforcer ce qu'ont dit mes collègues et ce qu'a dit Céline, je pense que ce qui est grave, c'est que ces décisions qui se prennent pour des archives effectivement militaires, renseignements, voilà, dont un niveau national, il va y avoir un effet de ruissellement, avec des guillemets, absolument désastreux sur l'ensemble du réseau, et y compris effectivement sur tout ce qu'on va pouvoir faire, y compris au plus bas de l'échelle. Je dirais que quand on va travailler avec des élus municipaux, enfin voilà, c'est un espèce c'est la tour jumelle, hein, c'est un affaiblissement à un endroit qui va provoquer un effondrement total. D'accord, merci pour cette réaction vraiment intéressante. Je prends une dernière question et ensuite vous avez droit à une pause. C'est quand même pas mal, comme ça, 20 minutes. Oui, alors, une dernière question. Ah bah oui, non mais c'est normal. Non, c'est un complot, c'est un complot d'archivistes. Bon, oui, rapidement, pas d'inventaire sans classement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Agnès Vatican a dit très clairement aussi. Le problème, c'est qui sont ces archivistes autoproclamés des archives militaires? Moi, je suis personnellement complètement d'accord avec l'idée de regrouper, comme en Angleterre, comme en Grande-Bretagne, non, j'ai bien dit comme en Angleterre, les archives de l'État. Mais pour revenir à ces archives militaires, qui ne sont pas les seuls à poser problème, mais très fortement, qui sont ces archivistes? Quel est leur degré de fiabilité pour les déclassifications? Moi, je ne cherche pas dans ce domaine-là. Je suis un historien de période plus ancienne, donc je ne suis pas embêté. Mais je veux dire, comment faites-vous pour être assuré que ces déclassificateurs
pour des choses récentes, soit des gens compétents. Ces gens qu'on a engagés rapidement. On est sûr de rien du tout. Voilà, on est d'accord et on ne peut pas vous apporter cette certitude, mais il y a une dernière question. Non, merci de me couper. Oui, ok, non. Oui, mais il faut que tout le monde puisse parler. Après, vous allez reparler, monsieur, le professeur. Voilà. Bonjour Frédéric Higuiner. Je me permets de prendre la parole puisque je suis archiviste et j'ai travaillé au service historique de la Défense jusqu'en mois de février 2020, pendant 12 ans. Donc je connais bien le service historique de la Défense et je peux vous assurer, monsieur, que les archivistes du SHD sont bien des professionnels. On a des conservateurs du patrimoine, on a des chargés d'études documentaires. Donc on a, je pense, sur ce point-là, rien à prouver. On essaye d'appliquer la loi comme le font les autres services d'archives en France, les archives nationales ou les archives diplomatiques. Voilà, c'était simplement pour vous répondre. Vous connaissez qu'on recherche des réponses aux questions que vous posez. Je vous remercie infiniment. Et donc, pause, et on reprend à 16h15 avec une table ronde et des débats qui continueront. Merci de votre attention. Au revoir. À tout de suite.